Mes chers amis, bien bonjour. Sculpteur de génie ou souverain, tout dépend des versions, le nom de Pygmalion est souvent associé à l'amour et à la beauté, qui fait l'objet de beaucoup aussi de symbolisme. Dans cet épisode, je vous propose justement de découvrir l'un de mes mythes les préférés, mais aussi les moins connus de la mythologie grecque, et qui est pourtant lourdement chargé, tant en termes de mythes que de symbolisme, mais également de représentation. Dans la mythologie grecque, plusieurs personnages portent le prénom de Pygmalion. En effet, ces personnages sont tantôt des souverains ou tantôt le fameux sculpteur que nous connaissons. En effet, on fait de Pygmalion, dans certaines versions, un roi chypriote parfois doublé d'un sculpteur. Dans d'autres versions, on le décrit comme étant un roi cruel et cupide, régnant sur Tyr dans le Liban actuel. Ce souverain n'hésite pas à faire assassiner plusieurs personnes, dont son propre beau-frère, Acerbas, afin de lui prendre ses richesses. La sœur de Pygmalion, dans ce cadre-ci, dans le cadre où il est souverain de Tyr, Didon, quant à elle, apprend ces événements et décide de s'enfuir et de fonder la cité de Carthage bien plus tard. Dans la version la plus connue qu'on associe au prénom de Pygmalion, Pygmalion est décrit comme un sculpteur de génie à Chypre. Selon le mythe, Pygmalion est un sculpteur d'origine chypriote, donc ça va sans dire, qui dédaigne les femmes, ou du moins dans certaines versions en est dégoûté, notamment à cause de la prostitution sacrée du temple d'Aphrodite, dans la ville d'Amathonte, à Chypre. Ce dernier décide alors de rester célibataire et de se consacrer entièrement à son art. Parmi ses œuvres, il se consacre plus particulièrement à une statue en ivoire de femme, représentant ce qu'il considère comme son idéal féminin. Face à cette ignorance de l'amour et face à ce dédain vis-à-vis de l'amour, la déesse Aphrodite décide de jouer un mauvais tour à Pygmalion en le faisant tomber amoureux de sa propre création. Suite à cela, l'artiste offre alors des cadeaux, des vêtements à sa statue, en vient à la vêtir, voire à l'embrasser chaque soir. Lors de célébrations en l'honneur d'Aphrodite, le sculpteur prie alors la déesse de donner vie à cette statue. La déesse exauce alors son souhait du fait qu'elle l'ait assez punie comme ça, et un soir, alors que Pygmalion allait pour embrasser sa statue, cette dernière avait non pas les lèvres froides et gelées comme c'est le cas pour une statue, mais chaudes et bien douces comme pourrait l'être celle d'un être humain. La statue prend alors vie et Pygmalion donne alors à sa statue le nom de Galatée. Le couple célèbre alors son mariage sous la houlette d'Aphrodite et ensemble ils ont un enfant. Alors selon les versions, vous allez trouver soit garçon soit fille pour le même prénom. Donc l'enfant porte le nom de Paphos qui par la suite fonde une cité à Chypre portant le même nom justement de ce fameux personnage. Dans cette même cité de Paphos, un temple à Aphrodite Astarté est alors érigé. Donc ce qu'on peut dire concrètement, c'est qu'il existe plusieurs versions du mythe de Pygmalion. Alors nous avons le Pygmalion libanais, le Pygmalion souverain, cupide, cruel, et le souverain de l'autre côté qui nous intéresse là dans ce cadre-là, le souverain chypriote. Alors selon les versions, on en fait soit un roi chypriote et sculpteur, soit un sculpteur à proprement parler. Dans toutes les cas de figure, ce n'est peut-être pas un hasard si on regarde bien que justement il s'agit d'un sculpteur chypriote. Rappelez-vous quand nous avons étudié justement Aphrodite, où se situe principalement le culte d'Aphrodite dans le bassin grec, c'est à Chypre. Aphrodite, du moins le culte d'Aphrodite, du moins le centre névralgique du culte d'Aphrodite se situe à Chypre. Donc il n'est pas peut-être bizarre que justement ce mythe de Pygmalion et son lien avec Aphrodite soit dans les origines justement de ce mythe-là, puisque c'est un mythe qui est d'origine chypriote, puisqu'on fait de Pygmalion un sculpteur avec des origines chypriotes, que le centre du culte d'Aphrodite se trouve à Chypre. Donc il est peut-être pas forcément bête de faire un lien entre la divinité et ce personnage mythologique, mais par-delà de ça, ce qu'on peut voir aussi dans la version la connue justement de Pygmalion, c'est que Pygmalion c'est avant tout une façon de célébrer la beauté, mais la beauté dans un sens où c'est lui qui façonne quelque chose. On attribue à Pygmalion, dans ce mythe, une espèce de façonnation, d'une certaine manière, même si le mot n'est pas forcément bien choisi, de la femme idéale, ou du moins de ce qu'est la beauté, ou du moins de ce que peut être aujourd'hui dans l'expression être le Pygmalion de quelqu'un. C'est quelqu'un qui forme, crée quelque chose, ou du moins qui contribue à la création de quelqu'un. Donc quelque part Galatée avec le fait qu'on lui donne
donne vie, elle est le fruit justement de la création de Pygmalion. C'est Pygmalion crée Galatée, et Galatée, en fait, on peut dire qu'elle part de rien pour s'être élevée en tant qu'être humain, pour s'être élevée d'une certaine manière en tant que personne à proprement parler. Je ne sais pas si l'explication est assez claire, mais globalement, ce qu'on peut en dégager, c'est que quand on dit de quelqu'un qu'il est le Pygmalion d'une autre, c'est-à-dire que c'est lui qui façonne justement une autre personne, qui l'aide à aller beaucoup plus loin, qui l'aide à aller au-delà de ses propres limites. Donc être le Pygmalion de quelqu'un, ce n'est pas forcément négatif, tout dépend bien sûr comment on le tourne. De l'histoire, on retrouve énormément de représentations de Pygmalion et Galatée, notamment dans la peinture, mais pas que. En effet, on retrouve l'image du sculpteur dans le cinéma, comme dans par exemple My Fair Lady, un peu un dérivé, ou encore de la littérature. Les historiens, quant à eux, s'intéressent à plusieurs thématiques, comme par exemple signification de l'ivoire, mais également les rôles que l'on attribue à Pygmalion, mais pas que. La source la plus mise en avant, ou du moins la plus utilisée, est les Métamorphoses d'Ovide, qui reprend bien souvent des éléments de récits grecs. Dans le mythe relaté par Ovide, donc dans son œuvre du moins, le matériel source de la statue de Galatée évoque alors c'est selon bien sûr, encore une fois, les interprétations qu'on peut en faire, une connotation à la fois érotique, féminine, mais également assez ancienne. En effet, on retrouve la présence dans des textes anciens, notamment dans de la poésie orientale ou même égyptienne, grecque ou encore latine, la présence de l'ivoire. L'aspect érotique et féminin se base principalement sur plusieurs choses. En premier lieu, c'est de représenter d'abord la femme aimée en tant que statue, représentation, etc. Le modèle de la muse ou du modèle artistique de façon générale. Et dans un deuxième temps, le lien qu'on fait souvent entre l'ivoire et l'aspect féminin principalement se retrouve relativement tôt dans l'histoire. En effet, les sources archéologiques montrent un usage de l'ivoire assez fréquent, notamment dans les objets quotidiens des femmes, notamment dans des objets liés à la toilette, des cosmétiques, dans le quotidien domestique, dans le mobilier ou encore sur des coffres à bijoux. Donc on voit très bien que l'usage de l'ivoire est quelque chose qui n'est pas relativement récent, mais c'est plutôt quelque chose de très ancien. Et quand on voit dans les musées, on peut voir à quelques parties justement quelques pièces en ivoire, non justement de ces époques-là, des époques antiques. On retrouve également, alors ça ce sera peut-être plus pour l'aspect érotique parce que ça touche quand même le domaine plus ou moins conjugal, des ornements en ivoire notamment au niveau des lits, mais également dans les instruments de musique. Alors quoi, instruments de musique, ce serait un peu lié avec l'érotisme ou avec le féminin? C'est parce qu'en fait, la musique quand même aide bien à la séduction et à beaucoup d'autres choses. Les historiens distinguent aussi un usage assez différent de l'ivoire qui qualifie d'usage objectif et d'usage subjectif. Alors, pour vous expliquer très clairement, un usage dit objectif selon les historiens, c'est un usage à proprement matériel. Notamment, comme je vous l'ai expliqué, dans des instruments liés au quotidien. On en retrouve aussi dans des dots de princesse, dans le mobilier, dans ce genre de choses. Donc, un usage purement matériel, purement, on va dire, touchable, purement mobilier, donc un usage qui veut dire que la clientèle principale visée pour l'usage de l'ivoire, ou du moins des pièces en ivoire fabriquées, est principalement féminine, puisque on rattache l'ivoire justement au côté féminin, au côté femme aimée, ou ce genre de choses. Le caractère plus subjectif selon eux, ça va plutôt concerner le matériel en lui-même, c'est-à-dire son aspect, sa couleur, sa connotation, puisque on va le décrire comme une texture plutôt froide, assez lisse, la blancheur également est de mise avec l'ivoire, même si on sait très bien que l'ivoire à proprement parler n'est pas totalement blanc, il y a quand même des fois des subtilités parfois de jaune ou de marron, mais globalement ça, les deux usages que les historiens en dégagent, alors c'est vrai que c'est des interprétations qui sont un peu bizarres de premier abord, mais c'est pas totalement bête, puisque comme je vous dis, on retrouve l'ivoire dans des instruments du quotidien, notamment féminins, mais on verra qu'il y a aussi les hommes qui utilisent des objets faits en ivoire, mais c'est principalement les femmes qui sont visées dans un premier temps, du moins la clientèle féminine, et les historiens, ce sont, ou du moins les historiens de l'art, puisque ce sera plutôt l'historien de l'art, voire l'archéologue qui va s'y intéresser, vont plutôt s'intéresser au matériau en lui-même, sa consistance, sa texture, sa couleur, et justement, ces spécialistes-là soulignent aussi deux ou trois petites choses, c'est que ces arguments dits subjectifs pour décrire l'ivoire sont en lien aussi à mettre avec les femmes, puisque ce sont des arguments que les hommes de l'époque, donc de l'époque antique, utilisent pour qualifier les femmes dans la poésie ou dans les textes. Alors, il va bien de soi que c'est un
concerner les auteurs de ces époques-là, que c'est pas quelque chose de généralisé, mais ça fait partie des interprétations, voire des pistes d'études qui ont été faites et qui font que l'ivoire a un peu cette espèce un peu de double connotation très intéressante et en même temps assez, on va pas dire cosmopolite parce que c'est pas le bon mot, mais assez diversifié. On a vu justement que l'ivoire était beaucoup utilisé dans les instruments du quotidien liés aux femmes, mais on retrouve aussi la présence d'ivoire des objets dits proprement masculins entre guillemets, puisqu'on retrouve en ivoire justement tout ce qui est autour, ou encore les corps de chasse, ou encore les fameuses cornes à boire qu'on connaît tous et que l'on voit un peu popper partout encore aujourd'hui. Notamment, si vous buvez une certaine boisson avec du houblon, vous ne pouvez que connaître ce genre d'objet. Par rapport à Pygmalion lui-même, puisque là on a vu un petit peu la symbolique autour de Galatée principalement, puisque Galatée est une statue en ivoire, je le rappelle. Par rapport à Pygmalion lui-même, les historiens donnent plusieurs informations, plusieurs pistes, tantôt un peu sur les origines de Pygmalion, tantôt sur aussi un peu son étymologie, mais également les interprétations qu'on peut faire du mythe du Pygmalion lui-même, c'est son symbole ou encore autre chose. Si on voulait aller un peu plus loin, les historiens mettent en avant un certain caractère déjà par de démiurges. Alors je vous rappelle ce que c'est les démiurges. Ce sont ces divinités créatrices, notamment de dieux créateurs. Donc on associe principalement Pygmalion à un dieu créateur parce que c'est lui qui a créé Galatée, qui a donné vie à Galatée. Donc quelque part, Pygmalion lui accorde un espèce de pouvoir divin justement par rapport à ça. Alors bien sûr, ce sont les interprétations que les historiens ont pu en faire au travers des textes, que ce soit de sources archéologiques, de sources textuelles, bien d'autres, ou du moins de sources anciennes que justement les auteurs antiques ont voulu mettre en avant sur le mythe de Pygmalion et que les historiens actuels ont pu dégager. Bien entendu, il faut prendre toujours les sources avec beaucoup de pincettes et beaucoup de recul, encore une fois. Ce caractère divin, du moins de divinité démiurge, est également mis en avant par Ovide dans son œuvre, entendu les Métamorphoses, mais il le fait d'une autre manière, il va un petit peu plus loin. En effet, justement, dans les Métamorphoses, il faut savoir qu'Ovide va faire raconter le mythe de Pygmalion, mais par le biais du personnage d'Orphée, fait que l'on connaît très bien, qui est un poète qui a malheureusement très mal fini, mais Ovide va utiliser un peu comme un personnage un peu narrateur, justement. En effet, pour en revenir justement à Pygmalion et à ses fameuses origines divines, on associe Pygmalion à une divinité qu'on a déjà vue sur cette chaîne, qui est Adonis. En effet, son œuvre raconte le mythe du sculpteur Chiliote, par le biais justement d'Orphée, comme je vous l'ai raconté, mais sous la forme d'un récit chanté, ou du moins d'une chanson. Le caractère divin de Pygmalion dans ce cadre-là prend plusieurs formes. Dans cette version justement racontée par Orphée, Pygmalion est un ancêtre d'Adonis. C'est un peu l'arrière-arrière-grand-père d'Adonis, si on voulait faire les choses un peu comme ça, mais il est l'ancêtre d'Adonis par le biais justement de Paphos. Paphos, la fille justement de Pygmalion et Galatée, qui est la mère de Cinyras. Cinyras, le père d'Adonis, celui qui va l'abandonner quand il est bébé. Je vous renvoie à l'épisode sur Adonis pour que vous ayez l'histoire de façon beaucoup plus concrète. Mais globalement, on va créer une espèce de généalogie par rapport à justement à Pygmalion. Alors ça, c'est la version plus ou moins se raccrocher à la mythologie que l'on peut en faire. Mais certaines sources, notamment phéniciennes, certaines sources archéologiques, vont donner, on le verra après, une autre texture justement aux origines de Pygmalion, du moins ce caractère un peu roi divin, voire souverain chiote. On le verra après. Dans le cadre de l'œuvre d'Ovide, Orphée revêt un peu la figure à la fois du poète malheureux dans une certaine mesure, mais également du poète heureux, notamment quand il chante l'histoire de Pygmalion et de tout ce qui en entoure. Il montre surtout toutes les subtilités du métier de poète de cette époque, que ce soit au niveau métaphorique, stylistique, tout ça. Donc il faut voir un peu dans l'œuvre d'Ovide, dans ce cadre-là, une espèce un peu d'œuvre littéraire plus qu'autre chose. Il y aborde principalement le thème amoureux, puisque on reste dans le thème amoureux avec Pygmalion, mais il y montre que Pygmalion se fait prendre un peu à son propre jeu, puisque Pygmalion, en réalité, tombe amoureux de sa propre œuvre, ou du moins est victime de sa propre œuvre, comme ce fut le cas pour Dédale avec son labyrinthe. Donc on voit très bien que ça fait un peu artiste maudit quelque part, mais d'un autre côté, ça peut être une interprétation que l'on peut en faire. Dans un autre cas de figure, les historiens y voient en Galatée une espèce de déesse que Pygmalion aurait créée, et dans une autre mesure, Pygmalion, dans ce cas-là, serait un adorateur de cette déesse, puisqu'il la traite un peu comme... Alors, certains historiens qualifient de poupée, enfin du moins dans les sources que j'ai trouvées, qualifient Galatée de poupée. En réalité, je comprends un peu cette interprétation, puisque dans le mythe, il l'habille, il la pare, il fait beaucoup de choses. Donc quelque part, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus. Le rôle du dieu créateur peut être poussé encore plus loin, puisque certains historiens évoquent également un rôle civilisateur à Pygmalion, notamment dans la tradition chypriote. En effet, dans les versions où
Pygmalion est roi, cette tradition retient que c'est sous son règne précisément que les humains auraient goûté pour la première fois de la viande sacrificielle, ou du moins de la viande provenant d'un animal sacrifié, certainement lors d'une fête ou au nom des dieux. Et c'est également à ce moment-là où on instaure des rites assez particuliers pour Paphos. Je vous rappelle que Paphos, Pygmalion sont liés à Chypre, donc c'est pas totalement bête de les retrouver là. Mais ce qu'il faut comprendre surtout, c'est que la consommation d'animaux sacrificiels, c'est surtout dans le cadre de cultes. Donc on peut supposer que c'était par exemple pour un culte lié à Paphos ou à Pygmalion ou à une autre divinité. On peut s'imaginer Aphrodite par exemple. Et c'est à ce moment-là justement que ces viandes étaient principalement consommées. Donc il est fortement possible que ce soit dans ce cadre-là. À côté des interprétations et de ces symboles, les historiens s'intéressent également à l'origine du nom de Pygmalion, du moins l'étymologie. En effet, dans des inscriptions phéniciennes qu'on retrouve aussi également à Chypre, donc des sources archéologiques, on fait mention d'une divinité Poumaï, qu'on appelle Poumaï pour commencer. Et la plupart du temps, cette divinité Poumaï est associée à un nom de roi plutôt, qui est Poumaïaton. Donc Pygmalion, Poumaï, Poumaïaton, on peut commencer à se poser des questions. Dans le même esprit justement de recherche d'étymologie et de faire un lien entre le Pygmalion justement de la mythologie et ce fameux roi ou ce fameux personnage, on peut également souligner un personnage issu de Isichius qui lui par contre fait allusion à non pas à un Pygmalion mais à un Pygmalion, un héros justement que ce dernier évoque. Donc Pygmalion, Poumaïaton, on peut commencer à se poser encore plus de questions. Dans ce cadre, le nom de Pygmalion est une retranscription de Poumaï qu'on a vu précédemment, donc cette fameuse divinité, mais c'est des retranscriptions d'inscriptions phéniciennes, donc du grec au phénicien. On voit très bien l'évolution de l'alphabet et surtout l'évolution également des noms, de l'écriture. Il se peut que pour traduire Poumaï, les Grecs aient rajouté des lettres pour se rapprocher plus phonétiquement parlant justement de cette fameuse divinité que l'on retrouve dans des inscriptions phéniciennes et qui était probablement justement d'origine phénicienne également. On peut donc considérer plusieurs choses. C'est que le nom de Pygmalion, si on voulait essayer un peu de trouver une origine, on va dire type, et d'une origine étymologique assez approchante, on pourrait le rapprocher en fait d'un certain nom composé entre Poumaï qu'on a vu tout à l'heure et certainement Elion qui signifie le très haut. Donc une espèce un peu de nom amalgamé qui pourrait donner le Pygmalion qu'on connaît aujourd'hui. Mais indépendamment justement de Poumaïaton qu'on a déjà vu tout à l'heure ou d'autres divinités ou noms approchants, des auteurs anciens font mention d'un autre souverain avec ce même prénom mais qui est souverain de Citius. Un souverain qui est en dehors ou du moins qui n'est pas totalement lié à Chypre. Et c'est Diodore de Séville qui nous renseigne le plus justement sur ce fameux souverain qui porte le nom de Pygmalion et notamment sur le fait qu'il nous raconte que ce fameux Pygmalion justement qui n'est pas justement de chypriote, il nous raconte tout simplement une conspiration entre ce fameux souverain nommé Pygmalion et certaines Antigones de Syrie, mais cette conspiration a été déjouée par Ptolémée Ier Soter, donc on va dire que d'une espèce de roi, divinité un peu imaginaire, un peu mythique, ou du moins avec qui on peut prendre quelques libertés au niveau de son histoire, là on assiste en fait à une espèce de mise en réalité ou de retour réalité par rapport justement au nom de Pygmalion, en le situant au niveau d'une royauté, dans une datation précise. La datation précise c'est 312 avant Jésus-Christ. On a une datation, on a un texte, on a également une espèce un peu de mise en réalité pour justement le nom de Pygmalion n'est pas seulement un nom mythique, c'est aussi rattaché à un personnage qui a réellement existé. Donc on voit très bien que dans certaines versions ou dans certains textes connus, le nom de Pygmalion peut être associé à beaucoup de choses. Et ce fameux roi Pygmalion qui a conspiré justement cette fameuse Antigone de Syrie est considéré comme un successeur justement, alors ça fait un peu écho avec ce que je vous ai dit, de Poumaïaton, justement des rois avant lui. Et selon les inscriptions et les monnaies phéniciennes qu'on retrouve à Chypre, ce fameux souverain Poumaïaton aurait régné environ 46 ans. On peut se poser des questions entre l'étymologie justement de Pygmalion, du nom de Pygmalion, entre divinité, roi fictif ou roi qui a réellement existé, entre cette espèce un peu d'adaptation ou de recherche d'un souverain qui n'était pas forcément chypriote mais dont on a voulu plus ou moins se réapproprier le nom. On peut se poser totalement des questions. Donc qu'est-ce qu'on peut dire justement par rapport à Pygmalion? C'est que le mythe de Pygmalion justement de façon générale peut susciter beaucoup d'interrogations et surtout beaucoup d'interprétations diverses et variées, puisque comme je vous l'ai dit, quelqu'un qui est le Pygmalion d'une autre, c'est quelqu'un qui façonne justement une personne. Donc pour My Fair Lady, c'est pas totalement bête puisque c'est issu justement d'une pièce de théâtre nommée Pygmalion. Le film My Fair Lady est une reprise en fait de cette pièce de théâtre, donc c'est pas totalement idiot.
la symbolique de l'ivoire, qui est une symbolique assez générale que les historiens de l'art se sont penchés et qui est sujet à beaucoup d'interprétations liées à la femme, liées aussi à beaucoup d'autres choses aussi, des choses qui sont autour justement de la féminin. L'espèce un peu de recherche justement étymologique du nom de Pygmalion, d'où ça peut provenir, cette espèce un peu d'entre-deux entre mythologie, fantasme, presque histoire, alors histoire avec le petit i, et cette espèce un peu de retour un peu à la réalité où on voit un Pygmalion popé de nulle part de chez Diodore de Sicile, avec justement ce Pygmalion qui est vraiment ancré dans un pan de l'histoire, qui est justement rattaché à l'histoire, qui est en fait le nom d'un souverain connu, et justement d'un souverain qui est connu justement 312 avant Jésus-Christ. Le nom Pomayaton, qui au début on se dit, oui bon, c'est peut-être le nom d'un roi peut-être un peu fictif, ou peut-être d'un roi pour l'instant dont qui est assez obscur, mais au final vers qui on donne une espèce un peu de succession, de généalogie. Donc il n'est pas toujours évident de démêler un peu ce qui peut relever justement de la réalité historique, de ce qui peut relever du mythe, ou du moins de l'approximation. Et c'est justement quelque chose qui est assez intéressant pour Pygmalion, parce que c'est un mythe, c'est un personnage qui suscite beaucoup, je trouve, beaucoup d'interrogations, beaucoup aussi d'interprétations à son mythe. En conclusion, ce que nous pouvons dire, c'est que Pygmalion n'est pas seulement un sculpteur aux yeux des historiens, du moins tel qu'il est décrit dans les Métamorphoses d'Ovide. En effet, Ovide, par le biais de Orphée, raconte plus ou moins l'histoire de Pygmalion, en donne une certaine image. C'est-à-dire que Pygmalion, selon les historiens, et si on se détache un peu de la partie justement des Métamorphoses d'Ovide, les historiens en font non seulement certes un sculpteur, un souverain dans une certaine mesure, mais également une espèce de dieu créateur. En effet, les démiurges, nous les avions déjà vus préalablement dans d'autres épisodes, ces divinités créatrices sont les divinités que l'on considère un peu à l'origine de l'humanité. Pygmalion, quelque part, avec la création Galatée, est un petit peu la même chose, puisque Pygmalion va considérer qu'il est à l'origine de la lignée qui voit naître bien tard Adonis. C'est en fait Pygmalion, si on en croit justement les Métamorphoses d'Ovide, si on en croit les historiens et tous les travaux qui ont été faits autour de ça, c'est un peu un ancêtre d'Adonis. Alors c'est sûr que nous avons vu Adonis il y a très longtemps, notamment par le biais de son mythe avec Mitra et avec justement cette espèce de rivalité entre Perséphone et Aphrodite qui se battaient un peu pour ses faveurs. Quelque part au fond c'est peut-être pas non plus quelque chose qui est insensé, puisque Pygmalion est d'origine chypriote, le culte d'Aphrodite est à la base concentré à Chypre, et Adonis, alors Adonis nous avions vu qu'il n'était pas tellement chypriote, il était plutôt d'origine assyrienne, mais globalement Adonis, on le rattache à Pygmalion avec toute la tragédie que nous lui connaissons, et on le rattache également à Aphrodite dans une moindre mesure si on va plus loin dans le mythe d'Adonis. Donc quelque part, les historiens ont fait une espèce, on va dire, de prolongation justement dans la symbolique. La symbolique aussi qu'on accorde également à Pygmalion dans ce cadre-là, c'est un Pygmalion qui est plus ou moins victime de sa création, qui est un petit peu cette espèce un peu d'engrenage, un peu comme Dédale, où ce dernier se fait presque piéger par son œuvre, puisque Dédale a été victime de son œuvre avec le labyrinthe. Mais quelque part, les historiens considèrent aussi que Pygmalion a été victime justement de cette malédiction, puisque lui-même a été victime de son amour pour Galatée, enfin Galatée qui était encore une statue mais qui a fini par prendre vie. Donc quelque part, c'est vrai que le mythe de Pygmalion, c'est un mythe qui est peu connu, qui a été beaucoup représenté dans les peintures ou bien dans les films. Le film My Fair Lady, justement, on en a parlé un peu précédemment, est un peu sur la même vibe que Pygmalion. D'ailleurs, on parle bien être le Pygmalion de quelqu'un que l'on crée clairement par le biais d'une autre personne. Donc quelque part, Pygmalion a engendré une espèce de, en fait, d'image, en fait, d'une personne qui en crée une autre, si on peut dire ça ainsi, une espèce de créateur. Donc quelque part, les historiens, en démontrant que Pygmalion est un peu une espèce de divinité, il faut prendre quand même le mot divinité dans ce cadre-là avec beaucoup de pincettes, je trouve, puisque ça peut être aussi très trompeur. Quelque part, Pygmalion, même si ce n'est qu'un mortel et que ce n'est pas un dieu, même si on l'a rapproché de plusieurs dieux, est quand même une entité créatrice. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses également sur Pygmalion. N'hésitez pas à aller également sur le Spotify de la chaîne pour, si vous voulez vous réécouter les épisodes précédents, ce sera beaucoup plus simple, surtout si vous voulez retrouver un épisode en particulier. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'ici là, prenez bien soin de vous.